Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Google Ads. Aujourd'hui, on va faire un question-réponse sur base de questions qu'on nous a posées. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'inviter Alexia de la chaîne Mavericks Media pour y répondre. Hello Alexia. Salut Maxence. Donc aujourd'hui, on va répondre à 5 questions qu'on nous a posées dans les commentaires de précédentes vidéos ou qu'on nous a envoyées en privé, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Tous les liens pour nous retrouver, c'est en description de cette vidéo d'ailleurs. Et vous avez la playlist de toutes les vidéos Google Ads qui s'affiche juste ici si vous avez loupé les précédentes ou si vous voulez des vidéos dédiées, comme par exemple un tuto Performance Max ou un tuto Demand Gen. Mais on attaque tout de suite avec la première question qui est tout simplement, est-ce que Google Ads s'est adapté à tous les types de business ? Alors, faut savoir que Google Ads, déjà, c'est l'un des leaders en termes de part de marché et il aurait quand même tout intérêt à pouvoir aussi accompagner tous les business. Ce qui fait que oui, aujourd'hui, Google Ads est adapté à tous les business, qu'on soit un e-commerce, qu'on soit un business qui se fasse de la lead gen ou qu'on soit un annonceur même local. Google Ads répond à ces typologies de business et on peut faire de la publicité. Ça va même encore plus loin maintenant parce qu'ils ont fait des typologies de campagnes dédiées aussi à l'hôtellerie et à la restauration. Donc ça montre aussi à quel point Google a fait des efforts de plus en plus conséquents aussi pour pouvoir rendre ces campagnes les plus accessibles et accessibles vraiment à tous. Ouais, et c'est vrai que Google, en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il est partout. T'as Waze, t'as YouTube, t'as plein d'éléments qui permettent de diffuser des annonces sur Google, pour le coup. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des industries, c'est la mini question bonus, est-ce qu'il y a des industries où il faut absolument pas faire du Google Ads, mais plus pour des questions de réglementation qu'autre chose, ou est-ce que Google est plus laxiste que Meta ? On sait que sur Meta, tu te fais striker pour énormément de choses, comme du CBD ou des choses comme ça. Est-ce que c'est le cas ici ? Alors, il y a des petites vigilances à avoir, effectivement, pour certaines typologies d'activités, notamment tout ce qui va être lié au médical, pharmaceutique, ou encore des choses autour de l'érotisme. Ça, c'est le genre de choses où il y a quand même des grosses vigilances à avoir sur le compte. On peut diffuser tout de même des campagnes sur ces typologies de business en s'assurant bien de respecter tout ce que Google demande. Mais si on fait pas de blanche, on peut diffuser aujourd'hui sur n'importe quel type d'activité sur légal. Certes, ouais, il y a des éléments qu'on ne peut pas forcément faire dès lors que c'est illégal. Et il y a quelques éléments où on peut se faire restreindre, mais ça dépend des éléments en fait qu'on va mettre en avant aussi pour faire arriver sur son site. Ok, très clair. Sur cette chaîne, on parle souvent des KPI, donc les Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance en bon français, c'est-à-dire un peu le métrique star, la chose qu'on va regarder le plus. C'est quoi le ou les bons KPI à avoir quand on fait de la publicité sur Google ? Alors moi, cette question-là, je réponds toujours par une autre question. Très généralement, moi, je suis en discussion avec des traffic managers et je lui demande si demain, il y a ton manager, voire le responsable de l'entreprise qui vient me voir, quel est l'indicateur que lui va suivre. Parce que généralement, ils en ont qu'un seul. C'est généralement le CAC, le coût pour acquérir un nouveau client, ou le ROAS, donc qui est même le ROI, qu'on a tendance à dire à ce niveau-là, donc le retour sur investissement, et dans mon cas, le retour sur investissement publicitaire. C'est l'un ou l'autre, c'est généralement le KPI, et ça j'insiste vraiment bien sur le fait qu'il n'y en ait qu'un, c'est vraiment ton KPI star, clé, que tu vas monitorer, celui dans lequel tu vas faire plus attention, ce sur quoi vraiment tu vas passer ton temps, et c'est celui-ci. Et après, tu peux, toi, en tant que traffic manager, venir un peu voir ce qui se passe autour, parce que forcément, il se fait accompagner par d'autres choses. Donc là, tu vas travailler, par exemple, ta conversion, ton taux de conversion, voir la qualité de tes clics que tu obtiens, même tout simplement ton coût, le coût d'un seul clic. C'est ce genre de choses que tu vas monitorer, mais monitorer toujours autour, parce que ton indicateur clé reste un ROAS ou un CAC, et c'est sur ça qu'à la fin, quand tu monitores ta semaine, ton mois, ton trimestre et ton année, c'est le seul indicateur que tu regardes. Ok, ouais, ça fait un peu penser à la North Star Metric, qui est un peu le terme à la mode. Je sais que Charlie Morgan en parle beaucoup, par exemple, qui est l'élément phare de ton business que tu veux voir développer
entre guillemets, quoi qu'il en coûte, pour citer Manu. Et c'est ça qui doit driver tout le reste, quel que soit le reste. Par exemple, si tu as un taux de rebond, donc le nombre d'utilisateurs qui se barrent de ton site tout de suite, qui est dégoûtant, tant pis, c'est pas grave. Tant que c'est un star metric, ce KPI fondamental, comme peut l'être un ROAS ou un CAC, tant que lui il est bon, le reste, entre guillemets, on s'en fout. Donc hyper intéressant. Et est-ce que tu le suis dans Google Ads ou tu le regardes aussi en dehors pour une autre question bonus? Non, alors moi, aujourd'hui, ma phobie, c'est d'ouvrir un compte publicitaire pour lire un chiffre. J'ai horreur de ça parce que je trouve que ça me fait perdre un temps qui est juste trop conséquent. Les plateformes, elles sont faites pour monitorer et ajuster des paramètres de campagne, d'être groupe d'annonces, à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, si je dois lire de la performance, je le fais sur Looker Studio, qui est une plateforme de visualisation de données sur laquelle on peut connecter ces données de Google Ads. Avec un outil tiers, on peut en bonus connecter Meta, Pinterest et Klaviyo. On peut même connecter TikTok et plein d'autres autres plateformes. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai fait mes propres rapports aussi qui répondent à ce que derrière mes clients, ils vont lire. Mais moi, j'ai mes propres rapports, c'est très visuel. J'ouvre un compte, est-ce que je suis au vert, est-ce que je suis au rouge? Je le sais en un clin d'œil, vraiment. Et ça me fait gagner un temps qui est vraiment, pour le coup, assez conséquent. Et même après, dans mes reporting, tout ça, c'est des choses qui sont vachement automatisées maintenant. C'est très visuel et c'est vraiment le gros accent sur je trouve vraiment bonus d'utiliser Looker Studio. Et au-delà de ça, parce qu'il faut pas oublier que chaque plateforme, elles veulent s'attribuer un peu plus de gâteau. Que si t'as 100 conversions, t'en as peut-être 80 sur Google, t'en as 60 sur Meta et 20 sur Pinterest, sauf que la somme ne fait pas 100. Sauf que toi, tu sais que t'as bien eu 100 commandes. Et donc là, pour le coup, je vais tendance aussi à avoir un petit coup d'œil sur, donc, par défaut, très souvent, Google Analytics 4 ou un remplaçant tierce, parce que certains ont quitté le navire quand on est passé à GA4, ou sur des business un peu plus conséquents qui, eux, là, ont des autres solutions beaucoup plus puissantes d'attribution. Je vais regarder aussi avec un outil qui réattribue. Pour aussi, faut savoir aussi être un peu plus humble avec ses propres performances. J'aime pas dire tout est surdupliqué. Faut aussi avoir un regard un peu plus critique aussi sur ses performances via, par exemple, un GA4. Ok, ouais, c'est intéressant de se dire que quand tes plateformes publicitaires s'attribuent une vente, c'est dès lors qu'il y a eu un clic publicitaire sur la plateforme. Et donc c'est pour ça que parfois, un même utilisateur qui a fait une vente, tu peux le retrouver dans tes conversions Facebook Ads et Google Ads parce que s'il a cliqué sur une pub Facebook Ads au début de son parcours d'achat et sur une pub Google Ads un peu plus tard ou en remarketing par exemple, et que les deux c'est dans la fenêtre d'attribution, donc la fenêtre de temps que les deux vont considérer, l'utilisateur va être des deux côtés, la valeur de son achat va être des deux côtés, alors que dans un Google Analytics c'est pas le cas, si je dis pas de bêtises. Alors, il va pas aussi simplement attribuer à l'un ou à l'autre. En fait, il va plutôt splitter ta conversion. Il va se dire, il y a 0,7 qui va aller à Google Ads et par exemple 0,3 qui va venir sur Meta. Là, pour le coup, il va être beaucoup plus juste dans son attribution et c'est vraiment avec le modèle du coup de driver sur la donnée qui permet tout cela. Ouais, donc en fait le modèle DDA, qui fait de la data-driven attribution, l'attribution basée sur la donnée, il va splitter ton achat, donc tu peux avoir des fragments de conversion du 0,7 et par exemple et du 0,3 dans l'exemple fictif qu'on a pris, parce qu'il se base sur le fait que par exemple, là dans cet exemple, peut-être Facebook était plus important sur le type de business, sur le type de campagne en question, et donc il dépriorise et il fait pas juste un 50-50 entre les deux, ce qui est possible avec un modèle qui est le modèle linéaire pour le coup, qui lui va juste dire ok, s'il y a eu 2 touches sur la conversion, je vais diviser par 2, s'il y en a eu 4, je vais diviser par 4, etc. Et tu te retrouves avec des 0,25 de conversion. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est un truc qu'on oublie souvent, je fais le petit aparté, c'est que le modèle data-driven, il se base pas uniquement sur les chemins qui ont mené à un achat, il se base aussi sur les parcours qui ont mené à une non-conversion, donc pas d'achat. Et donc, il va peut-être juger que si c'était l'inverse, par exemple, et si c'était Google Remarketing qui avait eu 0,7 conversion sur la base des 2 clics qu'on avait, en fait, il juge peut-être que le remarketing Google est important et donc il lui attribue plus de poids. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette logique-là, qui est une logique déplatformisée, donc indépendante de Facebook Ads, indépendante de Google Ads. On a tendance à dire que Google se surattribue des éléments, etc. Pour le coup, en général, c'est quand même assez faux parce que
il y a cette logique où on peut retrouver tous les hits dans Google Analytics, donc toutes les touches qui ont été faites. On peut le recalculer si on veut, même à part. Et au pire, si on n'utilise pas un GA4, comme tu disais, il y a des outils tiers qui sont indépendants, qui peuvent faire ça. Moi, j'ai en tête Northbeam, par exemple, ou Triple Whale qui faisait ça aussi. Tu as peut-être d'autres éléments aussi. Ouais, on a par exemple AlphaLear aussi qui le fait très bien, et aussi même qui va donner plein d'autres informations comme le new versus le returning client. Ça, c'est vraiment après les plateformes, elles permettent aussi d'avoir tellement d'informations. Ok, super clair là-dessus. On peut passer à la question suivante, qui est une question qui est orientée vers les campagnes sur le réseau de recherche, donc plutôt les campagnes de texte. On parlait des mots-clés et sur ta chaîne, tu me posais la question de est-ce qu'il faut encore utiliser des mots-clés en 2024 pour faire ces campagnes. Et si vous voulez voir la réponse, c'est sur la chaîne d'Alexia avec la vidéo où j'ai subi le même interrogatoire. Là, pour le coup, la question, c'est sur le ciblage large. Donc, sur le type de correspondance des mots-clés, on peut avoir plusieurs façons de faire. Le ciblage large, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est. Mais faut-il l'utiliser et est-ce que c'est intéressant de l'utiliser aujourd'hui ? Alors, effectivement, déjà, ce qu'on appelle un mot-clé large étant une correspondance de mots-clés. Il en existe 3, qui est l'exact. Donc là, pour le coup, c'est je donne un mot-clé, je veux que si l'utilisateur le tape, je veux qu'il tape exactement ce mot-clé en termes de recherche pour enchérir dessus. Ensuite, on a l'expression en mot-clé, qui va être là où les mots, en fait, peuvent être dans un ordre un petit peu différent, mais ça va toujours venir donc quelque chose de très, quand même assez fermé. Et après, il y a le terme du mot-clé, la type de correspondance de mots-clés large, qui là, pour le coup, comme son nom l'indique, va aller plus largement. Je prends un exemple. Si tu veux des baskets de sport, tu peux aussi avoir besoin de chaussures, on pourrait dire des chaussures de sport, des tennis, des sneakers ou un autre terme qui est pour le coup vachement différent du premier mot-clé. Pour autant, toi, la finalité, tu veux tout ce qui peut s'appeler comme une basket pour l'utiliser. Et donc, c'est des choses qui peuvent être aujourd'hui utilisées, c'est même ce qui est recommandé auprès de Google et c'est encore des choses qui fonctionnent très bien. Mais il y a un point d'ordre et d'extrême vigilance à faire, c'est que du coup, tu as ton mot-clé, mais après, il va falloir venir assainir tes termes de recherche. Parce que tu peux avoir des choses qui sont énormément poubelles finalement, et tu peux cramer du budget si tu ne monitores pas les termes de recherche sur lesquels en fait tu as généré un clic. Et juste, est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence entre un mot-clé et un terme de recherche ? Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est synonyme, mais en fait dans Google Ads, c'est pas du tout la même chose. Sur les mots-clés, c'est sur quoi tu enchéris. Tu le mets dans ton compte. Par contre, l'utilisateur, il va taper quelque chose sur le moteur de recherche. Et donc, c'est ce que l'utilisateur tape sur le moteur de recherche qui est appelé un terme de recherche. Et donc, comme je le disais, c'est que autant sur l'expression, sur l'exact, tu sais que ton mot-clé est égal à ton terme de recherche. C'est par définition ce qui est exactement demandé à la plateforme. Là où, pour le coup, pour le large, ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a tout un écosystème autour de ton mot-clé que Google va se permettre de diffuser. Et pour la petite anecdote, moi j'avais déjà vu dans un compte où donc c'était un service de pompe funèbre. Il y avait un terme de recherche qui avait été cliqué, donc ils ont payé pour ce terme de recherche-là, qui était comment dissoudre un corps. Donc, je crois que je l'avais vu passer sur LinkedIn, c'est un exemple qui est assez cité. Et donc c'est pour montrer à quel point le large est large, parce qu'aujourd'hui je pense pas qu'un service de pompe funèbre te propose de dissoudre un corps. En théorie non, ça fait plus penser à Breaking Bad pour le coup qu'à un service de pompe funèbre effectivement. C'est ça. Et donc là, je reprends mon exemple là, c'est important que la personne en charge de ce compte-là, elle aille venir checker de temps en temps pour quel clic elle a payé et qu'on évite de payer des termes de recherche. On veut pas dissoudre un corps, on veut vendre de la prestation de pompe funèbre là pour le coup. Faut que ce soit vraiment assez, vraiment relié au business. Et je prends un autre exemple qui est aussi assez particulier, c'est quand le nom de ta marque est un nom générique.
Là aussi, en fait, tu pourrais dire, je sais pas, moi je prends toujours cet exemple de si tu t'appelles Bijoux d'or. Un bijou d'or, donc ce qui est le nom de ta marque, une entreprise fictive, je sais pas si ça existe, Bijoux d'or, c'est le nom de ta marque, tu veux enchérir sur ta marque, tu l'as laissé en large. Eh ben, tu pourrais très bien enchérir sur une bague en argent, parce que on pourrait dire, bon bah l'or, il y a d'autres métaux autour, et le bijou, bon, ça peut être une bague, une montre, une boucle d'oreille, peu importe quel autre bijou. Sauf que toi, en fait, initialement, tu voulais faire une campagne de marque, donc tu voulais uniquement enchérir sur bijoux d'or. Là où, quand tu t'appelles, par exemple, Lacoste, pour le coup, la question se pose un petit peu moins. Il y a moins de dérives autour qui peuvent être créées. Donc ça, c'est vraiment des choses à faire attention. Donc moi, aujourd'hui, oui, je recommande d'enchérir en large. Par contre, je recommande d'enchérir en large si derrière, il y a de la gestion hebdomadaire sur les termes de recherche. Et après, il y a aussi un travail de mots-clés. Parce que tu vas regarder aussi si l'ensemble de tes mots-clés, à quel point ils sont convertis, pas convertis, à quel point il faudrait que tu en renseignes des nouveaux, via aussi ce que tu as eu en termes de recherche finalement. Donc il y a tout un travail vraiment autour de ça qui peut être très chronophage quand on le fait pas. Je crois que un compte que j'avais audité, on était sur des budgets qui étaient assez conséquents. On s'est retrouvé avec du 7000 termes de recherche. 70% étaient exclus des clics. Donc c'est même pas jusqu'à générer une impression, c'était le nombre de termes de recherche qui avaient généré un clic. On a exclu 70% de ça. Ça avait dépensé de l'argent. Ouais, parce que tu pourrais te dire, bah c'est pas grave, en fait, si je m'affiche sur des termes qui n'ont rien à voir, par exemple, sur le comment dissoudre un corps, bah si les gens ne cliquent pas, so what. Par contre, si les gens cliquent, on va devoir payer pour s'être affiché sur l'annonce, puisque Google Ads, c'est au CPC, donc au coût par clic. Et l'algorithme de Google, on dit souvent, il sait très bien faire, etc. Mais en fait, pour savoir s'il doit s'afficher ou non sur un mot-clé, si le mot-clé est pertinent ou non, il a besoin d'engranger de la data pour savoir, ok, est-ce que ce mot-clé il va convertir ou non. Et par exemple, comment dissoudre un corps, il aurait mis du temps potentiellement avant de se rendre compte que non, les gens vont pas acheter ou en tout cas pas commander le service sur base de cette requête-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de filtrer et d'exclure les termes de recherche qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait. Mais ça, pour le coup, est-ce qu'il faut quand même utiliser le large? Parce que tu aurais tendance à te dire, ok, si le large me fait autant de déchets, j'ai peut-être pas envie de l'avoir. Ah oui, moi je reste partisane sur le fait qu'il faut que tu ailles enchérir en large, mais pour le coup que tu fasses vraiment attention. Et après aussi, c'est que, bon là on est resté sur le search et les RSA, mais faut pas oublier que le Dynamic Search Ads, tu ne mets pas de mots-clés, mais les gens tapent des termes de recherche pour tomber. Donc ce travail d'assainissement des termes de recherche, il est également sur les DSA, et tu peux le faire sur Shopping, parce que Shopping c'est pareil, il y a des termes de recherche qui sont recherchés pour trouver tes produits. Et donc là c'est pareil, t'as peut-être pas envie de tomber sur un certain type de typologie de produit, ou même des fois d'un concurrent tout simplement. Donc le travail d'assainissement de termes de recherche, il est vraiment très important. Après Google, il est pas là non plus pour faire n'importe quoi, à te faire cramer du budget. Google a quand même un bon sens de vouloir te faire enchérir sur des mots-clés à une audience qui est pertinente. Et il manque une partie de la phrase aussi, c'est le bon message au bon moment, au bon endroit. Et il y a aussi en fait, finalement, tu vas renseigner des titres, tu vas renseigner donc sur d'autres types de campagnes, des flux de produits, tu vas renseigner des images, des vidéos, tu vas mettre une landing page. Il y a quand même toute une cohérence autour de ça qui se construit sur Google, qui fait qu'aujourd'hui, si tu vends des chaussures de tennis, tu vas vendre finalement des chaussures de tennis et Google va pas te faire partir sur du n'importe quoi que tu vends pas. Oui, il va quand même rester à côté. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire, ok, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a potentiellement peu de temps pour s'occuper de ces annonces Google, peut-être un annonceur, un commerçant, une PME ou autre, qui se dit, tiens, j'ai pas d'agence, mais j'avais déjà des Google Ads que je gérais moi-même, etc. Je vais débloquer le large pour aller chercher du volume et pas m'intéresser aux termes de recherche parce que finalement, Google, il va bien comprendre si ça vaut le coup ou pas de s'afficher sur tel ou tel terme de recherche. Est-ce que ça, c'est une pratique quand même qu'on peut bannir pour le coup, parce que, comme on l'a dit, il va devoir dépenser pour s'afficher et pour comprendre. Donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, j'ai envie de dire. Le large, c'est très puissant, mais si je reprends mon exemple de la PME qui a personne pour s'en occuper et qui ne veut pas y passer du temps,
le large, c'est peut-être quelque chose à déconseiller assez fortement pour le coup. À ce moment-là, effectivement, c'est ce que je disais, hein, c'est que vraiment c'est le large si on a le temps de le passer sur un compte. Autrement, la configuration du business, de ces campagnes, là pour le coup, elle va être beaucoup moins efficace. Et quitte à laisser quelque chose vivre, autant privilégier dans ces cas-là les types de correspondance en expression. Ce sera déjà un peu moins poubelle entre guillemets, et entre grands guillemets pour le coup. Parce que ce sera déjà un peu plus remise à l'étroit en termes de... Il y a moins de diffusion, de déperdition justement en termes de résultats. Et s'il y a des mots-clés où vraiment là on peut aller en exact, là on s'embête même pas, on les met en exact. Mais c'est aussi des choses qu'on peut tester. Mais effectivement, si on n'a pas le temps de le gérer, il vaut mieux le mettre en expression pour qu'on puisse vraiment... pas trop diluer aussi son budget marketing en conséquence. Ouais, j'allais presque dire, sinon on peut aussi utiliser des scripts spécifiques pour exclure si jamais, mais si je reprends l'exemple de la PME qui veut pas s'en occuper, les scripts c'est quand même des choses qui sont très puissantes, donc les scripts c'est les petits bouts de code qu'on peut mettre dans Google Ads pour générer des actions, mais si on n'a déjà pas de temps et pas envie de s'occuper de son compte Google, il faut pas commencer à jouer avec des scripts, c'est quand même quelque chose qui est assez puissant mais assez dangereux pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est vrai que j'en ai pas parce que tu partais sur un exemple où il y avait même personne en marketing et c'est vrai que les scripts, on entend, c'est un peu le truc à la mode en ce moment qui pop-up, c'est vrai qu'on peut faire des choses incroyables, mais là pour le coup je pense qu'il faut s'y connaître parce qu'un script, très généralement en plus c'est pas toi qui l'écris, et d'ailleurs la plupart des agences n'écrivent pas leur propre script, une bonne partie des scripts qui sont mis en place, ils ont été trouvés à droite à gauche. Je dis pas qu'aucune agence n'a pas fait. Des agences ont leur script, mais je trouve c'est aussi important de dire à qui il appartient. Et faut savoir que donc un script en plus dont on n'en est pas l'auteur, ça peut te supprimer un compte Google Ads, ça peut te faire dépenser 1 million d'euros. On pourrait mettre des choses très malveillantes dans un script. Toi, tu sais pas lire de code et tu exploses ton compte. Donc c'est un peu le monde de la paranoïa et il faudrait un peu savoir faire confiance. Mais je trouve que quand on s'y connaît pas, c'est énormément risqué et autant se renseigner auprès de personnes là pour le coup qui ont une expertise, ne serait-ce que pour savoir si le script tu peux l'implémenter et faire confiance. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le petit instant disclaimer sur les scripts. Si par contre vous savez déjà utiliser un compte Google Ads, vous retrouvez en description de la vidéo l'agent GPT qui permet de faire ses propres scripts. Encore une fois, l'idéal c'est quand même de savoir lire le code et de faire très attention parce qu'un script, globalement, comme c'est un utilisateur qui le met en place dans un compte, il a les mêmes droits et les mêmes possibilités qu'un utilisateur. Donc si un utilisateur peut modifier un budget, comme disait Alexia, le script pourra modifier un budget également. Donc il faut faire très attention à ça. Mais si vous avez envie de tester ou au moins de comprendre l'étendue des possibilités qu'un script vous offre, checkez l'agent GPT qui est dans la description de cette vidéo et si besoin, à l'agence, petit instant promo, mais on met en place aussi des scripts customisés qu'on dessine nous-mêmes, ou alors si on prend des scripts tiers, on les crédite et on fait très attention de qui on les prend pour le coup, notamment le script de Mike Road sur PMax, on en reviendra peut-être. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on en parle, mais sinon, comme disait Alexia, on fait très attention avec les scripts. Donc tout ça en partant du large et du fait qu'il faut l'utiliser quand même en faisant très attention, en ayant du temps aussi à consacrer au compte, mais que le large, donc le ciblage qui permet d'aller s'afficher depuis chaussures vers basket, etc., il permet quand même d'aller chercher du volume, donc ça reste quand même assez intéressant si on veut péter des plateaux qu'on peut avoir avec Google Ads pour aller chercher de la croissance, ce qui est généralement ce que les gens vont aller chercher. Maintenant, la grande question qui revient souvent quand on fait de la pub Google depuis plusieurs années, c'est pourquoi est-ce que ça coûte de plus en plus cher de faire de la pub sur Google ? Ça coûte de plus en plus cher parce que déjà dans un premier temps, il y a aussi beaucoup plus d'acteurs qui font de la publicité. On le voit aujourd'hui, là où potentiellement tu avais 3-4 concurrents sur la plateforme, aujourd'hui en moyenne on a dépassé la dizaine. Ça, c'est un constat. Il faut aussi se dire aussi que les méthodes, elles sont beaucoup plus aussi connues et automatisées. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est aussi des choses qui vont jouer. Et après, je pense que là, il y a aussi une partie où certains vont se tirer un peu une balle dans le pied. C'est qu'ils vont chercher à se fragmenter énormément l'ensemble de leur compte.
Là où on recommande plutôt d'utiliser la méthode Hagakure, et on va optimiser, donc il y a une campagne, un objectif, et peu importe si tu vends, je sais pas moi, un micro, une plante et une table, si tu as ton même niveau de marge, on se dit que ça va aller dans une campagne. C'est plutôt ce qui est recommandé, à part si tu as des objectifs il faut que tu vendes 50 micros, 50 tables, 50 palmiers. Là, pour le coup, c'est une logique un peu différente en termes d'approche, mais on voit maintenant de plus en plus de comptes, et j'ai l'impression aussi qu'on retourne dans le SCAG, qui était avant la méthode sur laquelle on enchérissait sur Google AdWords à l'époque. Donc là, on est plutôt passé sur Google Ads avec l'enchère intelligente, et je trouve qu'on resplit beaucoup trop les comptes. Et ça, c'est vraiment aussi un constat qu'on peut avoir aussi sur les contenus qu'on audite assez régulièrement. Tout est refragmenté, et je pense que la refragmentation de tout ça te coûte aussi beaucoup plus cher. Là aussi, où faut savoir maintenant, c'est que tu as les audiences, et au plus aussi on a cette volonté de vouloir brider nous-mêmes l'algorithme, je pense que Google te le fait payer. Que ce soit aussi dans l'audience, si en tranche d'âge tu vas en exclure une, est-ce que finalement tu vas pas payer justement cette exclusion d'audience ? Et c'est vrai que c'est ce que tu retrouves avec le large, puisque le large, tu payes moins cher que le ciblage exact pour le coup. Donc tu laisses l'algo aller chercher lui-même d'autres synonymes, d'autres expressions, etc. Et donc il te récompense, entre guillemets, ou il te remercie en payant moins cher. Et tu vois généralement des CPC, donc les coûts par clic, qui sont inférieurs sur le large, ce qui peut aider aussi à compenser certaines pertes que tu pourrais avoir sur le sujet, parce que ça va chercher du déchet, comme on le disait juste avant. C'est ça, et moi je suis même allée plus loin sur la logique, c'est que j'ai mis en place un experiment qui est simplement un A/B test de campagne, sur lequel j'avais une première campagne dans laquelle j'enchérissais en large, et une autre campagne sur laquelle j'enchérissais du coup en exact. Et en fait, ce qu'il faut savoir, que quand t'enchéris en large, ça veut pas dire que ton mot-clé va pas bider en exact ou en expression. Il peut venir aussi bider comme ça. Et ça, tu peux très simplement le voir dans ton rapport. Il y a un onglet dans la partie segmentée où tu peux revoir par type de correspondance combien le coût par clic t'a coûté. Et ben, je me suis rendu compte que quand je le mettais en large et j'avais payé en exact sur ce mot-clé-là, j'avais des écarts de CPC. Je payais moins cher mon CPC que l'autre campagne qui, elle, pour le coup, était juste en exact, là où le CPC était beaucoup plus cher. Alors oui, aujourd'hui, Google Ads te coûte plus cher qu'il y a quelques années, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. On a aussi tendance à avoir d'autres méthodes qui ne sont pas nécessairement les bonnes, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de challenger toujours un peu son compte, et c'est pour ça aussi que nous on fait des audits à ce niveau-là. Ok, très. T'as aussi le fait que, mine de rien, les annonceurs sur Google Ads, ils suivent aussi l'inflation. T'as une inflation classique aussi des coûts par clic, donc tu t'y retrouves aussi là-dessus. Ça, c'est juste le petit aparté, mais en tout cas très très clair. La question suivante, elle est plus au niveau des annonces ou des éléments, donc les assets, ça dépend comment on les appelle. On retrouve dans les campagnes Performance Max, dans les campagnes d'Imogen, dans les campagnes Search avec les RSA, donc les Responsive Search Ads, donc les annonces qu'on va créer nous-mêmes dans les comptes. On a de plus en plus de champs à notre disposition. Google met énormément de titres qu'on peut remplir, des campagnes avec 15 titres possibles et qui peuvent s'afficher les uns à côté des autres, etc. Et une question qu'on avait eue, c'était est-ce qu'il faut justement tous les remplir ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait vu cette bonne pratique, comme quoi il fallait tous les remplir, même s'il y avait des copier-coller presque entre les deux, etc. C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, je pense qu'il faut effectivement donner le maximum de chance à son annonce, et donc de remplir un plus grand nombre de textes, de titres possibles, et donc même avoir tendance à tous les remplir. Tu disais effectivement les RSA. Les RSA, pour quand même recontextualiser, c'est 15 titres, 5 descriptions. Et il y a d'autres aussi paramètres autour qui peuvent se mettre. Une campagne RSA, c'est jusqu'à, il me semble, 43 000 combinaisons possibles. Parce qu'on affiche 1 à 3 titres encore. Là, Google, il fait aussi des tests, le nombre de descriptions. Donc, c'est quand même un choix assez conséquent, et des opportunités aussi assez conséquentes derrière. Et là, encore une fois, Google va venir tester les combinaisons, mais va surtout aller chercher les bonnes combinaisons, les plus performantes en tout cas. Donc, en fait, moi, j'ai envie de te dire, déjà,
pourquoi te limiter quand Google, lui, veut te donner un maximum de chances? Et de toute façon, tu vas avoir tendance à le payer assez directement. Déjà, si tu remplis pas tous tes champs, tu n'auras pas une très bonne efficacité d'annonce. Donc, qui sont médiocres, moyennes, bonnes et excellentes. Alors déjà, tu vas le payer parce que quand tu remplis pas tous tes titres et toutes tes descriptions, Google, il va clairement t'indiquer sur l'efficacité d'annonce qu'elle n'est pas soit bonne, soit excellente. Donc ça, déjà, pourquoi se contenter d'être médiocre, voire moyen, quand on peut être excellent? Par contre, il y a quand même une petite vigilance. Tu le disais, là, même quitte à faire des copier-coller et d'avoir des choses trop similaires, si c'est pour mettre 15 titres et qui se ressemblent tous, là, ça ne sert à rien. Mais là encore, c'est juste une opportunité manquée. On a l'opportunité de mettre 15 titres. On peut mettre des informations sur son business, sur son produit, sur ses services annexes, faire du cross-selling aussi autour, mettre ses avantages concurrentiels. Je trouve que 15 titres, c'est pas trop. C'est peut-être parfois même trop peu. C'est de se dire qu'on peut tellement remplir de choses en 30 caractères pour un titre qu'il faut vraiment saisir ces opportunités-là. Et c'est aussi sur ça que finalement tu vas récupérer en termes de qualité d'annonce, que tu vas le récupérer sur ton CPC, que tu vas le récupérer à la conversion, parce que au plus tu arrives à qualifier le clic, au plus ta conversion derrière elle va être propre, parce que tu as été assez engageant. Mais tout ça, du coup, ça se fait avec un très bon copywriting et un copywriting qui est diversifié. Très clair. En fait, tu vas utiliser ça aussi pour tester des angles marketing, un peu comme on le fait sur les créas, sur Meta. On en a parlé, ou on va en parler dans la vidéo dédiée à Meta, justement, parce que c'est un sujet qui t'est revenu. Mais tu peux tester différentes accroches, tu peux voir selon les Unique Selling Proposition, donc les USP, ce qui fait que ta marque est différente des autres pour inciter les gens à cliquer. Et donc, il faut avoir le plus de choses à dire. Je fais juste le petit disclaimer aussi sur l'efficacité de l'annonce, le petit médiocre, excellent, etc. Il y a beaucoup de personnes qui confondent avec l'ad rank, donc le fait que tu payes plus cher ou moins cher tes annonces parce que Google estime qu'il y a un meilleur CTR, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une indication. Le but, c'est d'être au moins bon, effectivement, parce que Google se base aussi sur ce que tu vends sur le site pour voir s'il y a un lien avec les requêtes que tu vas faire. Donc, c'est important quand même de ne pas être médiocre. Et le mot en lui-même te donne pas envie de l'être, parce qu'on n'a pas envie d'être médiocre, mais ça veut pas dire que tu vas payer moins cher ou que tes annonces vont mieux marcher que les autres. Par contre, comme tu dis, c'est important d'utiliser tous les éléments qu'on a à notre portée. Si on reprend l'exemple un peu plus tôt de la personne qui a absolument pas le temps de gérer ses campagnes, bah oui, ça vaut peut-être pas le coup d'aller tester plus que ça, parce que tu vas les mettre une fois et ça va pas aller plus loin. Par contre, quand tu gères des comptes au quotidien, de toute façon, si je reprends l'exemple des 15 titres, tu vas de toute façon aller remplacer ceux qui sont le moins bons, les moins performants, et tu vas aller en tester des nouvelles variantes. C'est comme une logique d'A/B test finalement, et une roadmap d'A/B test, où ça fait penser aussi au CRO, donc le Conversion Rate Optimization, où tu vas aussi tester des variantes, ou même sur Meta, tu vas tester des créas, bref, dans le testing permanent. C'est une opportunité, comme tu le disais, qu'on a de pouvoir augmenter son CTR, donc le taux de clic sur ses annonces, et de pouvoir ramener plus de monde qualifié chez nous, c'est ce qu'on veut. Le seul disclaimer qu'on pourrait avoir, ou la seule excuse, nous on déteste les excuses, mais la seule excuse qu'on pourrait trouver sur le fait de ne pas remplir tout ou de le changer fréquemment, c'est vraiment si tu as des tout petits budgets et que de toute façon la campagne elle peut pas tester les 46 000 combinaisons possibles dans tous les cas, mais sinon ça reste quand même la bonne pratique à avoir sur toutes ces campagnes. Donc oui, ça prend du temps si je résume, mais oui, c'est important, et donc il faut profiter de ces opportunités qu'on a dans le paramétrage de nos campagnes. Tu confirmes? C'est tout à fait ça. Parfait. Il restait une question qui revient très souvent, c'est comment tu continues de te former sur Google Ads, justement. C'est quoi les ressources à privilégier sur le sujet? Alors déjà, c'est pas de se trouver d'excuses. Parce que on pourrait toujours se dire non, mais je vais pas aller regarder, aller rechercher sur quel type de contenu je peux aller chercher. Donc en fait, il y a un moment dans la semaine, ou pas dans la semaine d'ailleurs, c'est qu'il faut se dire, il faut aller se documenter. Moi aujourd'hui, je me suis renseignée, et pas seulement en Europe, que vraiment sur tous les continents pour le coup. Je me documente sur qui sont les experts des marchés étrangers aussi, pour regarder aussi eux ce qu'ils testent avec différentes volumétries, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qu'ils rechallenge.
moi, dans ces cas-là, je vais le transposer à là, au niveau, surtout au niveau de la France. Et c'est là aussi, donc c'est vraiment des efforts en continu et de la réflexion aussi toujours à avoir, parce qu'en fait, si tu arrêtes de te former, tu vas juste camper sur des positions qui, à un moment, de toute façon, vont changer et deviendront des mauvaises pratiques et les pires erreurs à éviter. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et par contre, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de gestion de temps qui peut être assez conséquente. C'est pour ça que moi, avec Mavericks Marketing, on met à jour l'information aussi. Et on a nos programmes de formation et de veille qui sont de fait mis en place. D'ailleurs, je pourrais mettre les liens des formations aussi à disposition. Ouais, on les mettra en description de la vidéo pour le coup. Et sur les ressources anglophones que tu aurais à recommander, si tu en avais une ou deux phares qu'il faut vraiment pas louper si on apprécie l'univers de Google Ads, ce serait lesquels? Alors je dirais qu'il y a Adrienne Decker qui pour le coup là est très axée Google Ads aussi sur les nouveautés. Et on a aussi Niels Roymans, quelque chose comme ça, je pense qu'on l'écrira, ce sera peut-être plus simple. On nous pardonnera la prononciation, c'est des noms néerlandais. J'ai aucune excuse moi pour mal les prononcer, mais pour le coup, on mettra aussi le lien vers leurs ressources en description de la vidéo pour le coup. Ils sont très chauds sur le sujet. Je rajouterai juste, parce que moi aussi je suis des ressources sur le sujet, tout connement aussi il y a Ginny Marvin qui est la porte-parole d'Ads Liaison, donc chez Google, qui publie régulièrement des infos sur le sujet. Donc toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est des infos qui du coup viennent de Google, mais ça permet d'avoir l'information et on sait que l'information c'est important, c'est un avantage concurrentiel aujourd'hui. Donc il y avait cette personne-là, donc Ginny Marvin, et éventuellement Search Engine Land, qui est le blog de référence sur le search, que ce soit le SEA, donc Google Ads, ou aussi le SEO. C'est un site qu'il faut avoir dans ses favoris si on aime Google Ads. Tout à fait. Et après aussi, nous, on a cette chance où on travaille aussi sur des comptes aux États-Unis. Donc nous, on a aujourd'hui énormément aussi de nouveaux paramètres un peu, pour le coup, en total bêta, ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus proactifs comme ça. Une fois que c'est sorti en France, nous, on sait déjà l'activer parce que ça fait des mois qu'on le teste aussi sur les comptes. Top. Bah écoute, merci beaucoup Alexia d'avoir répondu à cet interrogatoire de questions sur Google Ads. Avec plaisir Maxence. On te retrouve sur la chaîne Mavericks. Encore une fois, le lien il est dans la description et j'imagine que tu vas commenter la vidéo, donc tu pourras retrouver ta chaîne dans l'espace de commentaires. Si le sujet Google Ads ça vous intéresse, comme je le disais en début de vidéo, vous avez la formation de Mavericks qui est aussi dans la description de la vidéo. Et si vous voulez continuer la lecture de vidéos sur le sujet, on a une playlist qui est dédiée à Google Ads avec plus d'une dizaine de vidéos sur le sujet et elle s'affiche sur l'écran de fin qui va suivre. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense pour de nouvelles vidéos. À très vite.